19h33, on parle de ces combats qui font rage dans la région russe de Koursk avec nos débatteurs du soir, Gilles Boutin, Olivier d'Artigol. Je vous propose d'accueillir avec nous Frédéric Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Frédéric Ancel, l'armée ukrainienne, depuis 3 jours, tient une offensive d'ampleur. Elle a même mené dans la nuit des attaques de drones. 1 millier de soldats sont près de la ville de Soudja. Est-ce que vous êtes surpris de cette incursion ? Je suis surpris parce que, comme la quasi-totalité des observateurs géopolitiques ou militaires, je pensais que, surtout après la déclaration apaisante de Zelensky il y a 2-3 mois de cela, on allait tranquillement, entre guillemets, vers, alors pas forcément tout de suite un cessez-le-feu, mais au moins l'ébauche de négociations de nature diplomatique, parce que, et ça pour le coup je le pense toujours, j'en suis tout à fait convaincu, on ne peut pas vaincre la Russie. Et puis voilà, qu'on ne peut toujours pas vaincre la Russie, mais on peut prendre des gages. Et c'est la première fois en 2 ans et demi de guerre, en quasiment 2 ans et demi de guerre, que l'Ukraine accepte, enfin s'auto-autorise en quelque sorte, à aller chercher des gages en vue, à mon avis, d'une négociation à venir, mais sur le territoire russe et en profondeur. Frédéric Ancel, la Russie a du mal à endiguer cette percée ? Oui, elle a du mal parce que d'abord son armée est composée de soldats qui pour la plupart ne sont pas très motivés, et c'est le moins qu'on puisse dire, et on retrouve ça dans pratiquement tous les rapports et les témoignages dont on dispose. D'autre part, les Russes pensaient vraisemblablement, au regard de la très grande faiblesse de leur défense sur l'ensemble du reste du front, donc là, pas là où c'est chaud ces derniers mois, mais sur l'ensemble du front, et notamment plus au nord, là où ça s'est passé, ils pensaient que les Ukrainiens resteraient donc justement sur ce positionnement défensif lourd et constant. Et puis 3, ils disposent de matériel, alors sauf pour les chasseurs bombardiers, mais pour l'instant ils les utilisent moins parce qu'ils en ont déjà perdu une bonne centaine et que ça coûte très cher, mais pour le reste, sur notamment tout ce qui n'est pas donc avionique ou balistique, les matériels au sol, franchement, ils sont pas bons. Ils sont vétustes et ils sont assez mal adaptés. Donc je vous dirais que oui, pour l'instant, ils sont en difficulté. Donc les troupes de Volodymyr Zelensky, vous nous dites, vont chercher des gages. Ils ont d'autres objectifs en ce moment qu'ils poursuivent. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense pas que l'objectif ce soit Koursk. Alors c'est dans la région de Koursk. Alors c'est très impressionnant. Koursk, d'abord parce que Koursk, ça rappelle la plus grande bataille de chars de l'histoire en 43. Mais c'est une très grande ville et pour le coup, elle sera défendue beaucoup plus sérieusement que les abords conquis par les troupes ukrainiennes. Donc moi, c'est pour ça que j'évoque vraiment le terme de gage en vue d'une négociation. Après tout, si ce soir il y avait un véritable cessez-le-feu et une reprise, enfin un début de processus de négociation, eh bien la Russie pourrait dire écoutez voilà, nous avons 20% du territoire ukrainien, et l'Ukraine pourrait dire ben voilà, nous avons 0,5% du territoire russe. Alors ça paraît ridicule dit comme ça, mais ça n'est absolument pas sur le front parce que là, pour le coup, il y aurait un échange de territoire à rétrocéder en cas de processus de négociation. Merci Frédéric Ancel pour votre éclairage. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po, je rappelle votre livre « Les 100 mots de la guerre » aux presses universitaires de France. Nous sommes toujours avec Olivier d'Artigol et Gilles Boutin. C'est surprenant qu'une telle force ukrainienne pénètre si loin dans le territoire russe ? C'est d'autant plus surprenant que on n'a pas l'habitude de dire ça, mais la Russie a été envahie officiellement par une armée étrangère et c'est pas arrivé depuis 1941. Ce qui doit expliquer que Poutine soit aussi courroucé avec ses ministres. Il faut reconnaître que ça doit être très vexant pour lui. Donc la surprise, elle est évidente, et en tant qu'observateur au quotidien des évolutions en Ukraine, on voit que l'Ukraine sort du rôle du défenseur vertueux. C'est-à-dire vertueux dans le sens où jamais, au grand jamais, il n'osait traverser la frontière. Les seules fois où il l'a fait, c'est avec des soldats russes pro-Kiev, qui pouvaient donc prétendre y être allés sans l'aval de l'Ukraine. Cette fois-ci, c'est l'armée régulière ukrainienne. Et la surprise est d'autant plus palpable que le porte-parole de la Maison-Blanche lui-même a dit que la Maison-Blanche allait passer un coup de fil à Kiev pour en savoir un petit peu plus sur les intentions des Ukrainiens. Olivier d'Artigol, il y a eu une réunion de sécurité menée par Vladimir Poutine. Moscou est dépassé dans cette offensive ? Bon, c'est d'abord une surprise parce que, comme cela a été dit, certains territoires russes proches de la frontière ukrainienne ont pu être sur certains moments bombardés, mais très légèrement. Le point de fixation, c'était plutôt dans le Donbass où la Russie grignote, mais difficilement. Et là, Zelensky réussit un coup militaire, mais politique et diplomatique.
Pourquoi ? Parce que en effet, c'est totalement inédit. C'est une incursion dans le territoire russe intense, 4 jours, 325 km, 350 km² de territoire totalement inédit. Il y a quelque chose dans la psychologie russe qui va beaucoup peser, c'est l'arrivée des réfugiés de cette région russe à Moscou et qui témoigne. Il y a un bon édito dans le Figaro sur le sujet où j'ai lu ça, où il me semble dans le Figaro sur la guerre asymétrique, où ces Russes arrivent à Moscou, à la gare Kiev, la bien nommée, et ils disent la guerre est chez nous. Donc il faut bien voir ce que ça veut dire dans l'imaginaire russe. Ça, c'est le premier point. Et il y a une phrase de Zelensky qui est importante. Plus nous mettons la pression sur la Russie, plus nous nous rapprochons de la paix. Ce qui veut donc bien dire que Zelensky, pour la première fois, a dit sa disposition à aller vers des négociations, mais quand vous allez à la table des négociations, dans un premier processus, mieux vaut avoir un rapport de force ou une dernière séquence qui vous est positive et qui vous est créditée. Il envoie en plus un signal à ses alliés occidentaux sur l'idée, vous voyez, si vous nous fournissez des armes, alors que nous en manquons toujours, nous savons faire, on a maintenant des techniques militaires qui nous permettent véritablement de mettre la Russie, si ce n'est en difficulté, en tout cas de créer des points où où on la fait reculer. On sait que c'est une ligne rouge que les Occidentaux ont fixée de ne pas bombarder, notamment avec les armes qui sont livrées à l'Ukraine, que l'Ukraine ne bombarde pas le territoire russe. C'est envisageable que la Maison-Blanche appelle Kiev en lui disant attention à ce que vous faites là, parce que nous, on va plus vous soutenir. Gilles Boutin. C'est pas les signaux que la Maison-Blanche a envoyés. Ils n'ont absolument pas critiqué l'incursion ukrainienne en territoire russe, ce qui laisse à penser que il y a une inflexion de la position des alliés occidentaux de l'Ukraine, constatant que franchir ce qui semblait être une ligne rouge n'entraîne pas la fameuse escalade qui a toujours fait peur à toutes les chancelleries, surtout la chancellerie allemande, qui a été la moins proactive sur cet aspect-là des choses. Donc on a le sentiment que les Américains laissent carte blanche aux Ukrainiens. Il y a un peu effectivement cette impression de bonne leçon donnée par les Ukrainiens, ça c'est pour le côté psychologique, pour que la population russe le ressente, pour que Poutine le ressente. Ce qui va vraiment pas être facile en revanche, c'est de conserver dans la perspective d'une éventuelle négociation, conserver ce terrain. C'est-à-dire que jusqu'où vont-ils aller? Comment vont-ils pouvoir conserver ça? En plus, il y a tout l'aspect logistique, c'est-à-dire comment vous faites pour maintenir des troupes sur place qui n'ont absolument pas fortifié le territoire pour le conserver. Il y a une hypothèse qui est émise, mais elle n'est vraiment pas évidente. À 50 km de là, donc avant Koursk, il y a une centrale. Et donc, si les Ukrainiens réussissaient à mettre la main dessus, ils auraient un réel moyen de pression sur Moscou. Mais 50 km, c'est long, et d'ici là, les Russes ont le temps de s'organiser. Alors, ça paraît presque paradoxal, comme nous expliquait Frédéric Ancel à l'instant, c'est-à-dire qu'on aurait donc une Ukraine qui, pour parvenir à une solution diplomatique, utiliserait des moyens militaires. Ça veut dire que la guerre lui permettrait d'accéder à une résolution diplomatique du conflit. Olivier D'Artigol. C'est la guerre pour préparer la paix. Ils ont bien compris le logiciel russe qui ne respecte que la force. On connaît ça. Alors attention, c'est un camouflet assez retentissant pour Vladimir Poutine, dont on sait que sa personnalité, sa structure psychologique peut l'amener. Il était plutôt colère et chafouin vis-à-vis des autorités militaires dans un point d'information, les éléments dont on dispose via les médias. Donc il va falloir voir les réactions des Russes suite à cette actualité, avec en effet une position ukrainienne qui a créé la surprise. Mais maintenant, en effet, il y a comment est-ce qu'ils peuvent conserver ce point, le fixer avec toutes les difficultés qui viennent d'être énoncées. Mais encore une fois, il est en effet très intéressant de voir que les Occidentaux valident, n'ont pas eu la main qui tremble, ne sont pas allés sur attention, on va rompre des équilibres. Donc quelque chose est en train de se passer. Est-ce que ce qui se passe est une étape permettant un début de processus de pourparlers, ou est-ce que ça va être une étape sur une intensification des combats? Ça, nous n'avons pas à ce jour
la réponse. Est-ce qu'il faut s'attendre à des conséquences de la part de Vladimir Poutine, alors que récemment encore, il s'était montré bon prince en libérant ses prisonniers occidentaux, Gilles Boutin? Je pense pas qu'il se soit montré bon prince, puisque c'était pour des raisons internes qu'il a. Enfin, c'est vraiment une réussite intérieure pour lui, ces libérations d'agents tous plus ou moins criminels à l'extérieur. Il avait montré au moins que l'on pouvait négocier avec lui et qu'il était parvenu à un accord avec les Occidentaux en récupérant 8 agents et en libérant 16. Oui, non, mais après, tout dépend effectivement comment il lui-même, dans sa psyché, comme vous disiez, perçoit ce camouflet. Il est bien possible qu'il n'accepte aucunement cette monnaie d'échange territoriale, que désormais toute l'énergie, la pugnacité, la patience qu'il a mise dans les gains territoriaux en Ukraine, mètre par mètre, jour après jour, village après village, il le fasse pareil sur son territoire. Et puis il actionnera sans doute la rhétorique patriotique classique de victimisation, l'Ukraine soutenue par ses alliés occidentaux, plus ou moins néo-nazis. L'épreuve de force n'est pas évidente, et c'est en ce sens que je doute de la possibilité pour l'Ukraine de conserver durablement ses gains territoriaux. On suivra les foudres éventuelles de Vladimir Poutine suite à cette incursion russe